bienvenue dans RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture, où nous traitons en live toutes les 2 semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels, avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Bon, ben voilà, on va pouvoir commencer. Alors, désolé pour ceux qui sont sur YouTube, mais je pense qu'ils vont nous louper quelque part. Donc, dans cet épisode numéro 2, qui nous promet déjà des belles surprises, étant donné qu'on démarre fort avec la technique. Donc, on a essayé une nouvelle plateforme pour changer un peu de la précédente, parce qu'au niveau qualité, au niveau lag, on avait vraiment des soucis. Et donc, on redémarre sur une émission qui, en principe, se passe en live et peut être diffusée sur YouTube. Alors, peut-être que je retrouverai la technique après pour le lancer, mais pour l'instant, c'est bloqué en tout cas. Et donc, je reçois 2 invités ce soir. Donc, il y a Rémi Dumry, Doom Doom pour ceux qui connaissent sur Twitter. Et puis, j'ai Alexandre Diaz, qui est à la fois chez Isagri aussi responsable de la Startup Promise, c'est ça, voilà, à qui je vais donner la parole très bientôt sur le sujet des OAD qu'on va attaquer tout de suite après. Alors, je voulais réexpliquer un peu le principe de l'émission. C'est une émission sous forme de webinaire, donc c'est pour ça on est chacun dans son petit bureau, dans son coin. Théoriquement, la technologie nous permet donc d'avoir la possibilité de communiquer ensemble, et puis là apparemment la plateforme au niveau qualité est un peu mieux, et puis vous allez pouvoir aussi intervenir si vous êtes derrière. Alors il y a quelques participants qui sont présents qui vont pouvoir tout simplement participer avec nous et puis discuter et nous poser des questions par la suite. Voilà. Et le live sera aussi visible, j'allais dire, en rediffusion, donc tout simplement sur YouTube, et puis éventuellement aussi en podcast. Alors là, je ne sais pas si c'est opérationnel, ça on demandera à Olivier tout à l'heure, qui va nous rejoindre aussi, parce que il me donne un coup de main au niveau de l'animation. Vous verrez qui c'est, vous l'avez peut-être vu dans le premier épisode. Donc voilà. Alors Rémi, je vais te laisser te présenter un petit peu pour j'allais dire, lancer aussi le sujet. Donc notre sujet, c'est bien entendu l'agriculture de précision et principalement les OAD. Donc, quels OAD sont intéressants à utiliser, et puis on verra avec Alexandre par la suite quels seront les prochains paliers qui vont être atteints avec ces OAD, avec les intégrations aussi au niveau des différents services. Voilà, donc vas-y Rémi, je te laisse démarrer et te présenter. Oui, alors bonjour, Rémi Dumry, donc je suis cultivateur bosseron auprès d'Orléans. Et donc je suis betteravier, mais je suis aussi expérimentateur. Je teste plein de nouvelles techniques dans différents domaines et essentiellement agricoles, évidemment. Et puis j'aime aussi beaucoup la communication. C'est pour ça que j'ai un gros compte Twitter, un blog. Je fais du théâtre, je fais des conférences, de la maternelle jusqu'au Lions Club. Et bon, voilà pour la présentation. Donc là, on me met une belle image que j'aime bien remettre. D'un côté, le végétal, et de l'autre côté, l'alimentation, qui permet de caractériser un peu notre métier. Alors, les OAD, c'est un peu le sujet de la soirée. Qu'est-ce qu'un OAD? Alors, peut-être redire la définition. Hein. C'est un outil d'aide à la décision. Donc, il faut considérer ça comme un outil, hein, qui vous aide à décider. Donc, ce n'est pas un cerveau annexe, mais c'est plutôt des yeux annexes qui vous permettent d'avoir une vision qu'on ne peut pas avoir simplement avec ces 2 yeux d'agriculteur, et qui permet de se connecter ces outils à notre cerveau, puisque ce qui est important, je pense, c'est que ce soit toujours le cerveau de l'agriculteur qui prenne la dernière et la bonne décision. Voilà. Alors, le premier OAD, Rémi, qu'on avait peut-être au départ, c'était tout simplement peut-être le pluviomètre et puis la météo qui progresse. Donc, c'est vraiment les outils de base. On peut avoir des choses très simples comme le BSV, hein, le butin de santé du végétal. Et puis après, on a avancé dans la technique, et donc tu vas pouvoir nous montrer un peu quelques outils que tu utilises, et puis je reprendrai entre deux
pour présenter d'autres outils aussi que moi, je peux utiliser en annexe. Alors, le symbole de l'OAD, le premier OAD, le symbole de la météo, je pense, est bien parce que on sait bien qu'il y a plusieurs modèles de météo, il y a plusieurs moyens de capter la météo et il y a aussi plusieurs façons de présenter la météo. Hein, on peut avoir Evelyne Delia sur TF1, mais on peut avoir aussi des outils sur son smartphone, sur son PC. Et donc, ça montre bien que les OAD, ils peuvent être multiples. Et celui-là de la météo aussi, il y a des modèles qui sont souvent bien calés à des endroits précis. On aime bien ce modèle-là parce que on le ressent bien. Et les OAD, c'est un peu la même chose. Hein. Il peut y avoir plusieurs AD, par exemple, pour faire calculer des densités de semis, mais il y en a peut-être qui sont plus pertinents dans certaines régions, dans certains types de sols, dans certains assolements. Et c'est ça qu'il faut sentir. Donc, il faut en utiliser beaucoup, je pense, et puis en choisir celui qui vous vont bien, quoi. Ça serait mon premier conseil. Alors, par exemple, là, il y a un exemple d'OAD que j'utilise pour calculer des doses de semis. Alors, si on part sur une parcelle avec des types de sols différents, vous voyez, là, une parcelle de 40 hectares avec 6 argilo-calcaires différents. Si on fait tourner les OAD, le même OAD avec des conditions différentes, on se retrouve avec des densités de semis qui vont de 57 kg à 197 kg, 25% d'écart, par exemple, pour un semis de blé dur au 25 octobre. Donc ça, c'est des OAD qui sont des petits calculs basés sur de l'expérimentation, des tests. Celui-là, il vient de ma coopérative Axe Céréales. Il y a sans doute un peu d'Arvalis derrière, un peu d'INRA. Mais c'est un exemple qui est relativement facile. Et puis ça, c'est le type d'OAD classique où quand on prépare ses semences et qu'on prépare ses semis, on fait ça au bureau. C'est beaucoup d'OAD sont au bureau. Après, on peut peut-être voir le suivant. Parce que Ça y est, c'est parti. Voilà, alors c'est un autre OAD typiquement Beauceron, un OAD d'irrigation. Donc là, vous avez en haut un PC avec une sonde au milieu d'un champ de maïs. Donc ça, c'est un premier outil qui permet de savoir la réserve utile qui est plus ou moins remplie dans un sol. Après, sur votre gauche, vous avez une carte de RU, c'est-à-dire de réserve utile dans une parcelle aussi de à peu près de 40 hectares. Et vous voyez que la RU peut varier en gros de 55 à 155 mm. Donc, on pourrait se dire qu'on peut faire varier aussi des doses d'irrigation en fonction des types de sols. Et on peut se faire des OAD soi-même. Là, c'est un exemple d'OAD que je me sers. C'est une feuille Excel avec des petits calculs et qui me permet de faire varier la vitesse d'enroulement de mon enrouleur en fonction du type de sol où le canon se trouve. Et on peut arriver avec ça, on peut, alors je ne sais pas si avec ma souris, non, je ne montre rien du tout. On peut arriver au bout de certains nombre de tours d'eau, de conserver toujours une certaine humidité du sol et pas se retrouver avec une zone de la parcelle avec des excès d'eau et une autre zone de la parcelle avec un déficit récurrent depuis plusieurs tours d'eau. Donc ça, c'est juste pour montrer que, on peut se créer aussi ces petits OAD. Hein. Alors là, évidemment, pour l'irrigation, juste pour finir, pour l'irrigation, il existe des modèles mathématiques qui sont par exemple l'Iribet d'ITB pour irriguer la betterave ou Irinet qui est un service de ma chambre d'agriculture du Loiret pour irriguer n'importe quelle culture. Ça, c'est des méthodes de bilan hydrique qui fonctionnent bien. Donc là, tu dois montrer sans doute celui-là d'Ouinat. Qui est voilà. Tout simplement celui d'Irinov qui a été repris avec des capteurs connectés, quoi. Donc, c'est vrai que là c'est un peu la vision que j'ai eue cette année des irrigations qu'on peut voir tout simplement sur des traits bleus et puis des montées, des descentes. Donc, c'est quelque chose de très visuel. Après, j'allais dire, même par rapport au précédent, il n'y a pas forcément… j'allais dire, c'est peut-être plus sympathique à regarder, mais en même temps… il n'y a peut-être pas de soucis particuliers, quoi. Ouais. Alors ça, après, l'intérêt, évidemment, d'avoir ça sur une plateforme Internet, c'est qu'on peut connecter, évidemment, une source d'information qui va être de la précision. Là, par exemple, une station météo connectée qui va envoyer la pluviométrie précise de la parcelle
Et donc, la grande révolution, je pense, des modèles classiques qui étaient à la Arvalich ou à l'INRA, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir les alimenter non pas avec des données générales, mais avec des données relativement précises qui viennent de l'exploitation ou d'une parcelle ou d'une zone de parcelle. Alors, ça, c'est un autre exemple. C'est Fieldview de Climate Corporation. Donc là, on voit ce que je vous disais à l'instant, c'est que là, vous avez par exemple dans une cabine de tracteur plusieurs écrans qui permettent de faire de la modulation de SMI, de faire de la modulation d'azote, de pK. Mais pour ça, il faut récolter pas mal d'informations. Alors, on a un petit capteur sur la photo d'en haut qu'on branche sur la prise ISO du tracteur et qui va envoyer par Bluetooth à l'iPad qui est sur la photo du bas, toutes les informations du tracteur, mais aussi tout ce qui se passe dans l'isobus de l'attelage, parce qu'il peut aussi évidemment récupérer ce qui se passe sur le matériel derrière. Et l'avantage, c'est que une fois qu'on a fini ces travaux, on peut évidemment décrocher l'iPad et puis se retrouver au bureau et pouvoir comparer des informations qui viennent comme des cartes de sol ou des cartes de rendement d'une année précédente ou des photos satellites de Sentinelle et pouvoir comparer tout ça. Donc là, on voit bien que l'OAD, il peut être à la fois dans le temps où on en a besoin dans une cabine de tracteur pendant le travail, je dirais, mais ça peut être un outil aussi qui peut être après récupéré et utilisé au bureau pour faire des simulations et préparer en fait les suites de la culture ou de la campagne. Ok. Alors là, on a un autre exemple, c'est Solid. Donc ça, c'est une solution anglaise, mais qui est reprise aussi en France par Solid France, qui est sur la même histoire, c'est-à-dire de prendre un iPad. Donc l'avantage d'un iPad, c'est que c'est un écran, c'est une tablette, on n'a pas besoin de se trimballer avec un clavier. Et surtout, il n'y a pas de disque dur dedans, et qui évite évidemment de flinguer un PC. Si on emmène un PC portable dans un tracteur, évidemment, on flingue le disque dur. Donc, la partie robustesse de ces outils-là est importante. Et puis après, il y a un petit fil. Hein. Alors là, c'est un exemple par rapport à mes deux vieux boîtiers des années 2000, hein, même du siècle dernier, hein, des boîtiers RDS, mais avec un simple petit fil et puis une prise derrière RS232, eh bien, on peut piloter ces vieux boîtiers-là avec un iPad. Donc, moi, je crois vraiment à cette solution-là. Je ne crois pas beaucoup aux solutions qui sont complètement intégrées, qui viennent d'un marchand de matériel agricole, par exemple, hein, qui pourrait proposer ça, parce qu'on n'est jamais satisfait de l'ensemble. Et je pense que l'avenir de tous ces outils-là, c'est d'avoir des outils relativement simples, mais qui sont interconnectés. Hein. Donc là, on peut rebrancher, par exemple, un sensor, on pourrait remettre de la carte qui pourrait venir de drones d'Erinov, on pourrait prendre évidemment de la météo d'une station SNCorp, par exemple. Alors, je cite beaucoup de marques, c'est pour montrer que aujourd'hui, je pense qu'on assiste à la connexion de toutes ces petites choses qui se sont développées, qui étaient peut-être isolées, mais aujourd'hui, tout ça va commencer à parler ensemble, parce que c'est relativement facile avec de la 4G et puis du Wi-Fi à la maison, quoi. Ok. Alors, moi, c'est vrai que j'ai des solutions peut-être un peu plus classiques, alors qui ne reprennent pas forcément ta présentation sur le fait d'utiliser des choses peut-être simples. C'est vrai que moi, je reste encore sur des choses assez standards qui sont communes. Alors, Farmstar est connu depuis déjà quelques temps par rapport à son suivi, bien sûr, d'azote, avec à la fois le suivi j'allais dire, de la quantité d'azote, mais aussi la possibilité, bien entendu, de piloter le distributeur d'engrais pour pouvoir moduler donc, sous forme de cartographie. Alors, quelque part, l'intérêt, je pense aussi de ces modèles-là, c'est peut-être de ne pas être aussi technophile que toi, parce que c'est vrai que Rémi, toi, tu es quand même quelqu'un qui touche bien sa bille sur la partie, j'allais dire, aussi bien informatique que matérielle. Et quelque part, c'est pas donné à tout le monde de vouloir passer du temps à consacrer à ça. Et c'est vrai qu'on a l'arrivée déjà depuis quelque temps de
d'outils de ce type-là. Alors là que j'avais présenté, c'est pour ça qu'il y a ma petite photo sur le côté, mais qui restent des choses très simples et fournies aussi en général maintenant par les techniciens qui développent de plus en plus ces produits-là. Ça, on en reparlera un petit peu après. Mais c'est vrai qu'on a d'autres possibilités intéressantes par rapport à ça. Après, on a, en plus de tous ces cartographies, j'allais dire, satellites, on a aussi l'arrivée. Alors ça, c'est chez toi aussi. Je pense que c'est ta barre Ouais, alors ça, c'est ma barre and sensor. Alors par rapport à Farmstar ou du drone chez Aerinov, par exemple, il est relativement, ça peut être très simple, soit de récupérer des fichiers et puis les remettre en fait, dans le système de régulation du tracteur, ou soit souvent de faire une belle impression d'un PDF et de le coller avec du scotch directement sur la cabine du tracteur et faire de la modulation manuelle. Ça marche très bien. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. Et on peut faire des choses super sympas. Alors évidemment, après, si on utilise un peu de la technologie embarquée, moi, j'ai une limite par rapport au drone parce que je suis très, très proche d'une base aérienne militaire. Donc les drones, on a fait une croix dessus, malheureusement. Donc là, l'idée, c'est de pas avoir un capteur sur le satellite comme Farmstar, mais d'avoir un capteur directement sur la cabine du tracteur. Donc là, on prend l'information sur la cabine du tracteur, on l'envoie en bas à une tablette Windows renforcée des années 2000, mais qui, à l'intérieur, a un modèle relativement robuste et qui va envoyer son information au système de régulation. Alors là, moi, je fais beaucoup de solutions azotées et donc ça régule essentiellement mon pulvé. Voilà. Et en bas, vous avez l'intérêt, c'est que vous avez une carte que vous pouvez que vous voyez pas en temps réel parce que finalement, ça n'a pas très d'intérêt. Mais par contre, vous pouvez récupérer trois cartes. La carte de ce que voit le capteur, la carte de ce que le pulvé a épandu et la carte de ce que le modèle a traduit, c'est-à-dire la carte de biomasse. Et ça permet aussi de voir en fait ce que vous avez fait et peut-être si vous avez des doutes, les retourner sur le terrain, c'est quand même toujours intéressant de voir pourquoi dans cette zone-là, il a travaillé comme ça. Ok. Donc là, c'est la solution Yara. Alors ça, c'est une solution éprouvée. Le capteur, il doit être des années 2003, je crois, les premiers. Et la robustesse des modèles permet de… Aujourd'hui, c'est l'un des outils où Rémi Dumry fait confiance à la machine et pas seulement à lui, quoi. D'accord. Ok. Alors après, dans les trucs moins technophiles et un peu plus simples, il y a la plateforme AdFarm qui est derrière, enfin où il y a Yara derrière, qui est relativement simple parce que en fait c'est du coloriage, quoi. On peut faire des cartes d'épandage relativement simples, c'est-à-dire qu'on a une photo de sa parcelle qui est découpée et on colorie la dose qu'on veut mettre à ces endroits. Alors ça peut être de l'expertise. Et là, l'OAD, en fait, c'est l'agriculteur, quoi. Et il peut créer une carte comme ça, la télécharger, et puis vous l'exportez. Et moi, en général, ça peut être compatible avec votre matériel. Ouais, donc là tu utilises un outil. L'OAD, vous avez un petit bouton en bas et vous utilisez en fait le modèle du N-Sensor, mais là sur une plateforme web qui va vous faire un conseil, mais ce conseil-là, vous pouvez aussi le modifier. Donc ça, je pense que c'est important, c'est la notion de confiance dans les modèles. Et si l'agriculteur est capable d'avoir la confiance et de pouvoir les modifier parce qu'il a l'information du terrain et il connaît ses sols et ses parcelles, je pense que ça permettra de développer l'utilisation des modèles. Ok, alors donc là on était à l'azote, maintenant on passe sur des autres types de modèles qui arrivent de plus en plus. Alors là, j'ai mis beaucoup de choses. Bon, certains vont trouver qu'il y a beaucoup de BSF, mais il y a un peu d'Arvalis, il y a l'Isagri, cher Alexandre. Merci, Rémi. On marque de station météo. Non, mais ça, c'est juste pour résumer un peu ce qu'on pouvait faire. En bas, vous avez Atlas, qui est en gros un modèle de prévision de maladie qu'on va pouvoir, qui était en PDF ou qui était un peu comme tu as monté tout à l'heure avec Farmstar.
On va pouvoir sans doute, si avec le rapprochement de Bayer, Monsanto, il y a la partie Xarvio qui était chez Bayer, qui est arrivée chez BASF, où tout ça va peut-être se mélanger un petit peu et avoir une belle interface web digne de ce nom. Et puis, si on rajoute en plus à la précision d'Atlas des stations météo, de la météo qui vient vraiment à votre parcelle, eh bien, le modèle va être encore plus robuste. Hein, il va être non pas sur une météo moyenne départementale, mais avec de la météo qui sera très proche. Et si on rajoute, alors j'ai rajouté Compagnon, mais on peut en prendre plusieurs. Il en existe, je dois en avoir 4 ou 5 sur mon téléphone. C'est-à-dire des réseaux d'échanges collaboratifs. Donc là, c'est vraiment du co-farming aussi. C'est-à-dire que c'est de l'échange d'agriculteur à agriculteur ou des techniciens aussi peuvent être dans le groupe. Et ce qui permet de se conforter entre agriculteurs qui peuvent recevoir des informations de modèles, mais aussi d'avoir des informations d'agriculteurs voisins sur j'ai vu de la maladie, j'en ai pas encore vu, il y a des insectes qui arrivent sur mes colzas. Et ce mélange d'applications qui sont peut-être encore aujourd'hui un peu isolées, je pense, va être vraiment des outils très robustes pour l'avenir. Et je crois surtout à un réseau d'agriculteurs, mais aussi avec des techniciens à l'intérieur. Ok. Voilà. Après, on arrive sur une présentation de Sentinelle. Là, je vais peut-être passer la main à Alexandre. Ouais. Alors, on est à l'arrivée de Sentinelle, donc qui est système de cartographie qu'on voit de plus en plus apparaître et que pas mal peuvent utiliser parce que si je me trompe pas, il est accessible, j'allais dire, entre guillemets, gratuitement sur les bases sans traitement, comparé à ce qu'on pouvait avoir avec Farmstar, qui était quand même de la cartographie privée. Donc, vous utilisez aussi ce type de cartographie, mais avec, j'allais dire, un algorithme qui permet d'utiliser la vision pour transformer en conseil, quoi. Alors, en effet, ouais, ce qu'on essaye de faire, c'est de transformer des données brutes qui sont accessibles à Rémi, mais qui le sont moins à, je dirais, l'agriculteur lambda qui n'a pas envie de passer du temps forcément sur son informatique, en données qu'il peut exploiter. Donc, on a rajouté des algorithmes pour nettoyer les données, pour les affiner, pour faire en sorte que, par exemple, il n'y ait pas d'erreur d'interprétation sur des sols nus, ou lorsque la couverture nuageuse, elle peut fausser un petit peu la vision, et retranscrire ces informations de biomasse en indices pour l'agriculteur, pour l'aider à surveiller ses parcelles et faire un tour de plaine virtuel, entre guillemets, pour savoir, quelles sont les parcelles que je dois surveiller ou quelle zone dans la parcelle, parce que c'est vrai que des fois, on peut passer en bordure de chemin, mais on ne voit pas forcément ce qui se passe au fond d'un vallon ou en bord de bois, et ça permet d'alerter un peu plus pour faire gagner du temps et simplifier la vie de l'agriculteur. Moi, je suis à 200% en phase avec ce que disait Rémi tout à l'heure. La décision, elle est bien à l'agriculteur. Il ne peut pas avoir des yeux partout, et donc ces outils l'aident à mieux visualiser ces informations-là. Ok. Alors après, on est sur une autre carte que Rémi avait présentée aussi. Alors, si tu peux dire un peu ce que ça représente. Ouais, ça, c'est une plateforme qui reprend un peu les photos, qui reprend les photos Sentinelle. Alors, c'est une plateforme biélorusse, je crois, et qui est relativement simple par l'interface, qui permet de créer des fichiers qu'on peut télécharger pour remettre dans ses appareils, et qui peut faire du conseil de variation intraparcellaire. On peut rajouter aussi des cartes qui viennent de l'extérieur. On pourrait un chep qui vient de Farmstar ou d'ailleurs, on pourrait les rajouter. Alors par contre, ce type de plateforme, en France, on est toujours très frileux à pouvoir les utiliser parce que ce qui fonctionne en général, on aime bien avoir un petit logo INRA ou Arvalis en bas. Parce que là, les modèles, on ne sait pas comment ça marche. Donc, à tester. Et un peu comme un nouveau site de présentation météo, si ça vous plaît, utilisez-le. Si ça ne vaut rien,
bah, ça tombera dans les oubliettes. D'accord. Donc, on est sur des choses un peu plus compliquées. Alors là, on arrive. Là, je présente simplement une petite capture que j'ai fait de Tameo, donc qui est un outil qui arrive de chez Arvalis aussi, avec Météo France, si je me trompe pas. Donc, plutôt sur du conseil aussi pour du traitement sur céréales, entre autres, hein. Donc, c'est vrai qu'on est là sur des modèles un peu plus, j'allais dire, entre guillemets, certifiés dans le sens où ce sont des organismes comme Arvalis, ça peut être voilà, comme l'INRA, qui ont quand même j'allais dire, pignon sur rue et qui ne vont pas mettre un modèle qui n'est pas forcément certifié. Donc, c'est vrai que là, on a sûrement quelque chose de plus, j'allais dire, de plus garanti, mais pour autant, à chacun de pouvoir tester éventuellement sa solution, quoi. Et là, Rémi, je te redonne la main parce que toi, le spécialiste de l'informatique, tu nous as fait un petit programme ou un grand programme. Alors, explique-nous ce que Ouais. c'est. Donc là, vous voyez, c'est la version 18.01, c'est-à-dire celle du mois de janvier. Donc ça, c'est un logiciel que j'ai commencé à créer en 95 pour, alors toujours dans l'esprit un peu co-farming, quoi. C'était pour les membres de mon CETA, on était une quinzaine et on se partageait nos données par fax. Et quand je recevais les fax, c'est moi qui recisais tout sur une base Access à l'époque pour se comparer au niveau des marges brutes. Et puis après, je leur avais fait une application où chacun pouvait saisir. Donc le but de l'application, c'est qu'elle soit super simple. Alors aujourd'hui, elle est peut-être un peu moins simple parce qu'on peut tout faire avec, mais c'est juste pour montrer qu'au bout d'un moment, toutes les sources d'informations qu'on va avoir de droite à gauche, il va falloir créer ce qu'on va appeler des tableaux de bord, quoi, en fait. C'est-à-dire des tableaux de bord qui va nous donner, qui va afficher sur notre écran plein d'informations qui vont venir de droite et de gauche. Donc là, vous avez des informations évidemment de traçabilité, des informations de réglementaire, des informations qui sont liées à l'économie, des marges brutes. On gère l'inventaire de son local phyto, de ses commandes, ses ventes, et ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, il va falloir un tableau de bord. Alors ça, c'est le mien, évidemment, mais il y en a plein d'autres qui existent et ben, à chacun de trouver celui qui vous plaît. Alors, juste pour la pub, ce truc-là est gratuit. Au bout d'un moment, il se bloque et je prends un peu d'argent. Mais c'est une licence à vie, quoi. Voilà. Ok, Rémi. Bon, et Alors, là, c'est sur dumargesp.fr. Voilà. Et je mettrai les coordonnées en dessous pour. hein, contrairement à tous les autres beaucoup plus connus, ils n'ont pas de cartographie. Et moi, en fait, j'utilise des liens qui vont directement sur Google Earth Pro. Alors ça, c'est un outil gratuit aussi et qui permet notamment, ben moi, j'affiche sur Google Earth Pro mes traces de GPS. C'est-à-dire que je mets en route mon GPS sur mon tracteur le matin et je l'éteins le soir. Et comme ça, je sais les parcelles que j'ai été fait et la route que j'ai fait aussi, parce que je suis assez morcelé. Ça me permet d'afficher des cartes et des images qui viennent de n'importe quel endroit, hein. On peut recoller des cartes, on peut coller des shapes, on peut coller des JPEG, on peut coller ce qu'on veut. Et ça, c'est un peu aussi mon outil de mémoire, quoi. J'essaie de classer ça par année et de retrouver un peu tout ce que j'ai fait dans l'année. Parce qu'au bout d'un moment, quand tout ça, c'est dans l'ordinateur, c'est plus trop évidemment dans ma tête, puisqu'il n'y aurait jamais eu assez de place dans ma petite tête. Mais ça permet justement de retrouver pas mal d'informations. Voilà. D'accord. Donc, Alors, c'était pour l'exemple. ouais. C'est un OAD mémoire, alors on va dire ça pour toi. Ouais, c'est ça. Alors, j'appelle ça un outil d'aide à l'enregistrement. Hein. D'accord, un OAE. Voilà. Ok, ça marche. Alors ça, c'est un autre exemple. Toujours assez chauvin. Ça, c'est mon centre de gestion Serre France Alliance Centre, dont je suis le vice-président pour le Loiret. Donc, on est en train de créer un outil qui permet justement, et qui est un OAD aussi, mais qui sera un OAD économique. Donc, le but, c'est de récupérer toutes les factures et les éléments comptables le plus rapidement possible. Alors, évidemment, avec de l'EDI, évidemment, avec un scanner qui est chez l'agriculteur, où l'agriculteur va scanner toutes ses factures papier et ils vont retomber directement et dans les 3 jours se retrouver dans sa comptabilité, mais aussi dans cette espèce de tableau de bord. Et puis aussi
ce qu'on appelle des web factors, parce que vous avez de plus en plus de factures qui sont stockées sur l'Internet, qu'il faut aller chercher chez SFR, chez Orange, chez EDF. Et ben, ce petit robot informatique va les chercher directement sur les sites pour vous et les met directement dans votre comptabilité. Si vous avez 3 banques, et ben, les 3 banques sont réunies aussi sur cette interface-là. Donc, on voit aussi un tableau de bord économique là qui va gérer plutôt de la trésorerie, qui va gérer des postes de charge et qui va aussi être beaucoup plus dynamique que notre compta qu'on reçoit 3-4 mois après une clôture et une année, quoi. Et être plus dans la gestion. Alors après, Ok. j'ai un autre type de tableau de bord qui existe, hein. Là, votre tableau de bord, c'est piloter sa ferme. Alors là, c'est un tableau de bord qui vous permet évidemment de commercialiser, de vous aider à commercialiser. Donc, c'est bien un outil d'aide à la décision parce que derrière, vous avez des modèles. Derrière, vous avez une interface qui est plutôt sympa. Vous avez plein d'informations qui arrivent là. Et c'est toujours vous qui allez décider quand vous vendez vos céréales ou pas, comme Mhm. nous, bosserons, qui sommes des stockeurs, puisqu'en général, on stocke tout à la ferme. Ouais, donc on est passé de, j'allais dire, des OAD enfin, pas les plus simples, mais j'allais dire les plus évidents entre la pluviométrie, l'humidité, les maladies. Il y a aussi maintenant des OAD qui permettent de gérer, donc, entre autres avec Piloter sa ferme, hein, il y en a d'autres aussi qui existent, Ouais. sur lesquels on peut trouver un conseil, j'allais dire, de suivi et d'enregistrement des données qui va nous permettre aussi de pouvoir bah, tout simplement mieux réfléchir peut-être notre commercialisation, quoi. Ouais, ouais. Et Le métier d'agriculteur ne se résume pas aujourd'hui, évidemment, qu'à la technique, hein. non, non, c'est sûr que la commercialisation fait partie intégrante, il n'y a pas de doute. Là, quand tu parlais tout à l'heure de se promener à droite à gauche, il y a aussi d'autres OAD qui utilisent aussi Voilà, très bien. des boîtiers, voilà, comme le Carnot. Alors nous, c'est utilisé en Cuma essentiellement bah, pour pouvoir tout simplement vérifier bah, les passages et utiliser un carnet de notes donc connecté, donc pour pouvoir enregistrer tout ça. Alors c'est vrai que toi, tu peux peut-être le faire, mais au sein d'une Cuma, pour pouvoir le refacturer, après, il faut des liaisons avec les logiciels. D'ailleurs, Carnot, si je me trompe, est relié, sera relié prochainement ou l'est actuellement. Alors, on va donner la main à Alexandre pour nous le dire. Sur Geofolia, entre autres, parce que moi, j'avais fait une demande aussi en disant est-ce que voilà, on ne pourrait pas arriver à mettre ça pour que dans ma gestion, j'ai l'enregistrement aussi de toutes les activités donc mécaniques, que ce soit du labour, du travail du sol, et ne plus avoir à les ressaisir parce que enfin, je pense que le gros problème de l'humain et ce que, entre autres, Isagri peut faire ou tous les logiciels d'enregistrement peuvent essayer de faire, c'est justement de limiter les enregistrements parce que c'est vraiment ce qui est le plus, j'allais dire, entre guillemets, le plus astreignant. Alors, est-ce que tu peux me confirmer ça, Alexandre? Oui, oui, tout à fait. Donc, je te confirme, c'est bien une problématique de tous les agriculteurs, mais même plus largement tous les utilisateurs de logiciels, hein. Personne n'aime saisir de l'information, quel que soit son métier ou même la qualité de l'applicatif. Et c'est vrai que on a travaillé avec différents acteurs, Carnot en fait partie, pour justement automatiser la remontée de données. Tu parlais tout à l'heure, donc le boîtier il va détecter la parcelle dans laquelle tu te trouves, détecter l'outil avec lequel tu travailles, donc il connaît la largeur de l'outil, il sait que tu es rentré dans telle parcelle et donc il en déduit à la fois des temps d'intervention et les hectares travaillés, ce qui permet, lorsque tu as une charrue par exemple, de savoir que tu as fait une intervention de labour de manière automatique. Donc ces éléments-là, on les réintègre directement dans Geofolia pour la traçabilité des exploitations. Et puis, on permet aussi aux ETA de les récupérer directement dans leur outil de facturation pour derrière ventiler les factures à la manière de la CUMA, comme tu travailles chez toi, Thierry, pour ventiler les factures sur les différents clients, parce que ça évite de passer beaucoup de temps au bureau à recourir après les informations. C'est vrai qu'en pleine saison, on a un peu moins le temps d'être devant son ordinateur. Le smartphone ne fait pas encore tout. Donc voilà, l'enjeu gain de temps et automatisation est super fort et on bosse beaucoup là-dessus. Ouais.
Ok. Donc là, je vois qu'il y a déjà des petits commentaires qui se font. Donc, si vous avez des questions à nous poser sur ces OAD à l'un d'entre nous, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Je vais continuer avec Rémi, qui m'avait tout simplement donné une petite présentation aussi donc de qu'est-ce que devait être quelque part un bon OAD ou comment il fonctionnait. Alors, vas-y, je te laisse la main, Rémi, pour parler un Ouais. peu de ça. Alors, c'est une diapo que j'avais fait une fois pour une conférence de l'ACTA, je crois. Et je rebondis sur ce que disait Alexandre, c'est tout à fait ça. Donc, à l'époque, j'avais fait un diaporama, j'avais tout découpé en 6. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que parce que je suis né en 1966, sans doute. Ça doit être pour ça. Mais c'était le flux de l'information, c'est-à-dire un OAD, c'est exactement ça. Alors, la source, c'est-à-dire que c'est les datas où on récupère l'information. Évidemment, on peut toujours taper sur son clavier, on peut toujours écrire ça sur un petit carnet, utiliser son smartphone, mais je crois que l'avenir, c'est la non-saisie. Hein. Donc, ça sera évidemment des IoT qui nous capteront tous nos datas sans on passe à ce temps qui est de passer devant un clavier qui est vraiment de l'esclavage. Alors après, une fois qu'on a les informations, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les transmettre. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est relativement simple. C'était moins évident il y a une vingtaine d'années, quand on se baladait avec des disquettes. Avec l'USB, c'était peut-être pas plus mieux, mais aujourd'hui, grâce à l'Internet, au réseau 4G, bientôt 5 et ainsi de suite, les problèmes de transmission, c'en est plus un, évidemment. Puis après, c'est le stockage. Où sont stockées ces données, quoi, hein? Alors, évidemment, il faut qu'ils soient sécurisés. Et en fait, cette question-là, c'est à qui on confie ces données et quel est le tiers de confiance. Hein. Donc, il faut pouvoir les récupérer, pas les perdre. Alors, ça peut être Google aujourd'hui. Hein. On peut mettre ça sur une Dropbox. On peut mettre ça chez son Serre France. Ça aussi, c'est l'un des grands tiers de confiance, je pense, que dans le monde agricole, puisqu'on leur confie quand même tout notre compta. Et puis après, une fois que ces informations-là sont arrivées, sont un peu structurées, stockées, eh bien, il faut les analyser. Donc là, c'est les OAD, c'est les modèles. On analyse tout ça et sortir, évidemment, essayer de trouver des choses percutantes. Mais cette chose percutante, ça peut être des tableaux de chiffres, ça peut être des graphiques imbitables, mais c'est pour ça que la notion de restitution à l'agriculteur, comment on peut faire parler l'OAD pour qu'il en ait une certaine confiance, mais aussi qu'il en ait une bonne vision, quoi. Il faut que ça lui parle. Et ça, je pense que c'est la chose la plus difficile à faire. Je vois à travers mon logiciel qu'on parlait tout à l'heure, c'est ça. Comment on peut faire un beau graphique qui marche chaque année? Comment on peut prendre les bons critères pour que ça fonctionne? Et puis après, l'essentiel, il faut que ça serve tout ça. Ça sert à rien de faire des beaux calculs, de stocker de l'information. Si derrière, il n'y a pas de l'action, c'est-à-dire faire quelque chose lié à sa production, à sa commercialisation, et tirer en fait de la performance, eh bien, les 5 points d'avant, ils ne servent pas à grand-chose et on pourrait fonctionner évidemment sans. Alors, après, j'ai un petit carré là qui est à côté qui va dire le service a une valeur. Donc ça, c'est pour… je vais exprimer mon avis là-dessus qui est relativement assez clair. Tous les gens qui croient qu'ayant beaucoup de data sur leur ferme et que ça vaut une fortune et qu'on va venir les racheter, rêvent sans doute un petit peu, quoi. Hein. Parce que pour l'instant, quand vous avez des data, ce qui se passe, c'est que vous les confiez à un tiers de confiance, hein, et ce tiers de confiance, lui, vous fait une facture pour les exploiter et vous redonnez des informations qui vous sont utiles. Par exemple, quand vous faites votre déclaration PAC, hein, vous faites bien les dessins de votre parcelle, vous prenez beaucoup de temps, hein, donc c'est vous qui travaillez, vous confiez ça. Alors, d'un autre côté, on vous paye, hein, on vous donne une grosse prime PAC pour ça. Mais en fait, ces données-là, ils ne servent pas à grand-chose parce qu'ils arrivent beaucoup trop tard dans le cycle de production. Après, l'autre exemple, c'est votre comptabilité. Alors là, vous donnez toutes vos factures à un centre de comptabilité. Il va faire votre compta. Un expert comptable va la certifier et puis il va vous redonner les documents. Alors là, vous avez donné vos datas et vous avez payé.
Donc, le modèle qui consiste à dire, donnez-moi vos datas, je vais vous les payer, je vais vous les acheter, et puis vous donner du service en même temps gratuit, il ne marchera jamais. Voilà. Donc, on reste ouais, sur des choses qui sont claires et évidentes quelque part. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est pas mal abordé où, quelque part, on se pose la question, ça a été évoqué aussi au Co-Farming Fest la dernière fois, où on se dit, bah voilà, on nous bassine en nous disant que nos datas ont une valeur. Alors, certainement que Facebook et Google est content d'avoir nos informations pour nous transmettre de la pub. Certainement aussi que, j'allais dire, un utilisateur pourrait s'en servir aussi j'allais dire, au niveau agricole. Par contre, c'est vrai qu'une donnée d'une personne, quelque part, n'a pas beaucoup de valeur. C'est l'agrégation aussi de toutes ces données, éventuellement la mise en commun de l'ensemble de ces données sur lesquelles il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas non plus créer, je pense, une chape de plomb sur ces données en disant non, non, je les conserve, j'allais dire, je ne veux pas les transmettre. C'est de pouvoir savoir aussi l'usage qu'on pourrait en avoir. Je pense que le plus gros intérêt, c'est d'avoir un retour éventuellement du traitement des informations qu'on pourrait avoir comparé aux autres agriculteurs. Moi, c'est ce que je fais tout bêtement avec une formation, j'allais dire, de gestion que je fais tous les ans. Alors, c'est en présentiel hein, où on échange nos données, on échange notre information et c'est en échangeant avec les autres que j'arrive à me caler et savoir où est-ce que je suis situé. Je pense que c'est là l'intérêt. Le faire à plus grande échelle avec un CETA numérique, ça peut être intéressant aussi. Et après, bon, bien entendu, faire attention à ce qu'on fait de nos données, mais je ne pense pas jusqu'à maintenant qu'on ait de gros soucis. Voilà, il faut rester certes méfiant, mais il ne faut pas non plus être bloqué en disant je ne vais rien laisser sortir parce que sinon ça va être un peu compliqué. Alexandre, je peux te laisser aussi nous refaire un petit commentaire sur ce qu'on a exposé, sur l'ensemble des choses, et puis te demander ton avis sur l'évolution aussi de ces outils de la décision, parce que on voit, j'allais dire quelque part, Rémi a une vision où il a démarré très tôt et il a réussi à connecter des choses peut-être un peu complexes pour le commun des agriculteurs. Moi, j'utilise certainement des outils un peu plus simples et un peu plus accessibles. Mais qu'est-ce que demain on va pouvoir avoir et qui va nous faciliter aussi les choses peut-être pour les rendre encore plus populaires et utilisés par un plus grand nombre de personnes, quoi. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Tu me dis si Vas-y, on essaye. tu vois quelque chose que Eh ben, écoute, oui, c'est bon. Ça On marche. a donc ton PowerPoint qui est présenté. Très bien. Pas de Non, parce souci. que du coup, quand tu m'as appelé tout à l'heure pour préparer l'émission, je me suis dit, bon, je vais quand même que C'est j'arrive très organisé comme émission, hein, à leur raconter des choses. Et je suis retombé sur une revue qui est faite par Référence Appro. Alors là, ça doit être le numéro de 2017, où D'accord. il répertorie sur la France uniquement plus de 150 outils d'aide à la décision, toute culture confondue, toute utilisation confondue, que ce soit pour les semis, les phytos, les engrais, la gestion. Rémi nous en a cité un paquet, on voit qu'il y en a beaucoup. Je pense que aujourd'hui, on ne doit pas être très loin des 200. D'accord. Et ça va continuer d'évoluer pour plusieurs raisons. La première, c'est que les agriculteurs sont de plus en plus demandeurs de services et les coopératives, les négoces et les conseillers s'orientent aussi vers ça, hein. On parle beaucoup de séparation de la vente et du conseil, donc il faut aussi apporter plus de conseils aujourd'hui à l'agriculteur que simplement du produit ou des outils réglementaires. Que ce conseil-là, il était, alors jusqu'à présent, c'est pour ça aussi qu'on en a vu beaucoup émerger ces derniers temps, il était pas mal incité par la réglementation à différents niveaux. Les outils de raisonnement de la fumure ont beaucoup été boostés par justement ces aspects-là. C'était un gros argument pour convaincre les agriculteurs de pouvoir justifier lorsque c'était justifiable aussi, hein, des dépassements de dose, des plafonds limites qui sont parfois imposés pour l'ensemble des agriculteurs, alors qu'à l'échelle d'une exploitation,
ces plafonds-là n'étaient pas toujours très pertinents. Et de la même chose pour les outils d'aide à la décision sur les maladies, puisque volonté de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, n'en déplaise à Rémi. Et de ce fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'outils qui se sont, je dirais, développés pour inciter les coopératives et les négoces à les promouvoir et faire des promesses aux agriculteurs de réduction de doses et de gains économiques. Et c'est assez difficile aujourd'hui de faire la différence pour les agriculteurs dans l'ensemble des outils qui existent. Alors, d'autant que chacun est plutôt effectivement adapté, Rémi l'a dit tout à l'heure, hein, à une situation, à un type de sol, à une culture, à une zone déterminée. Et donc, on voit bien que ça continue de se développer avec plutôt 3 tendances, je dirais, en termes de fournisseurs. D'un côté, les instituts qui vont continuer à promouvoir ces services-là parce que c'est un excellent moyen pour eux de valoriser tout leur savoir-faire et les connaissances qu'ils ont acquis depuis très longtemps et de trouver aussi un nouveau souffle économique. Les subventions vont pas en s'agrandissant, je dirais, pour ces gens-là. Donc là, vous trouvez plein d'outils de tous les instituts techniques qui ont plutôt fait leurs preuves et qui sont plus ou moins diffusés sur le terrain. Avec une difficulté souvent pour l'agriculteur, c'est que ils sont faits d'un point de vue très technique et donc ils sont pas forcément facilement appréhendés par quelqu'un qui n'a pas forcément soit le niveau en informatique, soit le niveau agronomique nécessaire. Souvent, ils sont trop complexes, ils sont trop pointus. Mais par contre, en termes de confiance, tout à l'heure, Rémi parlait de confiance, c'est hyper important. Ils ont plutôt fait leurs preuves. Tu vas avoir les outils aussi des firmes. Donc là, les firmes poussent beaucoup, investissent massivement sur le numérique pour proposer ces outils-là, qui sont d'ailleurs aussi des fois basés sur le savoir-faire des instituts Arvalis, INRA et compagnie, avec 2 stratégies, soit des stratégies de vraiment valoriser le service, que le service a de la valeur, soit des stratégies plutôt marketing, où là, je te fournis un service gratuit et comme tu le disais tout à l'heure avec Google, si le service est gratuit, souvent c'est toi le produit, donc je sais un peu mieux ce qui se passe sur ta ferme et en échange, je te ferai des propositions commerciales qui seront plus pertinentes, plus adaptées, etc. Voilà. Et les troisièmes acteurs, c'est les startups ou les acteurs, je dirais 100% numériques ou voilà, comme on peut être ou d'autres, qui proposent aussi ces outils-là. Et à la fin, une des difficultés et à laquelle on essaye modestement de répondre, je vous ai mis un petit schéma là. On fait des outils de gestion de ferme hein, pour les grandes cultures et enfin pour les cultures, c'est Geofolia. L'enjeu pour nous, c'est de limiter le temps au bureau du client. Et donc, comment on fait pour que notre agriculteur, à chaque fois qu'il veut utiliser un de ces nouveaux outils, à chaque fois qu'il veut brancher un nouveau service de raisonnement de sa fumure, de raisonnement de sa phyto, un nouveau matériel, on puisse lui faciliter la tâche, éviter qu'il ait à ressaisir 36 fois les informations de son exploitation, ses parcelles, ses cultures, ses surfaces, etc. Et puis qu'il puisse visualiser ces informations-là éventuellement dans une seule et même plateforme si ça l'intéresse, mais dans plusieurs plateformes. Donc on branche, vous voyez, alors je ne sais pas si on voit pas ma souris, mais des OAD de fertilisation. Alors du coup, on les branche tous. Hein. Ça va être du Farmstar, ça va être du Geodis, ça va être du Arinov. C'est pareil sur la phyto, c'est du Syngenta, c'est du BASF, c'est du Bayer, etc., etc. Et notre boulot, c'est de faire en sorte que tout ça, ça puisse communiquer de manière simple et efficace. Parce que pour vous donner un exemple, on gère 6 ou 7 listes de cultures différentes dans l'outil. Parce que selon que vous parlez à l'administration pour faire une déclaration PAC, selon que vous raisonnez au niveau de la région pour faire de la fumure, selon que vous vouliez
échanger des informations avec votre coopérative pour l'achat de vos intrants, que vous vouliez faire du raisonnement ou envoyer les données à la machine, eh ben, votre blé tendre, votre blé dur, il n'a pas du tout le même nom, les mêmes dénominations. Donc l'enjeu, c'est de faire les tuyaux pour que ça communique de manière fluide et simple et éliminer la saisie, à la fois à l'échelle de l'agriculteur, et surtout ce qui est en train d'évoluer, c'est dans la relation avec son technicien, que son technicien soit lui-même équipé de Geofolia ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a complètement ouvert le système. Et donc, par exemple, toi, Thierry, qui travaille avec une coopérative qui ne travaille pas avec nous, ton technicien pourrait t'envoyer les données d'un atlas directement dans ton Geofolia sans que tu aies à refaire de saisie. Donc on voit bien que les mentalités aussi, là, elles bougent, ça décloisonne beaucoup et on essaye, moi je crois beaucoup à ça, à l'interconnexion effectivement des outils pour essayer de faciliter la vie de l'agriculteur parce qu'il y en a tellement que qu'il faut s'adapter à la façon dont il veut travailler, l'outil qu'il veut utiliser, celui que veut utiliser le technicien. Voilà. Et donc moi, ce que je dirais, c'est que ça va continuer de se développer. Il faut faire attention à ça parce que on parlait, il y a le critère de confiance. Donc grosso modo, enfin, je vous en ai mis quelques-uns, mais en bas de l'écran, vous avez plutôt les outils institutionnels. Vous pouvez y aller les yeux fermés et un agriculteur, je dirais, qui a plutôt envie d'être autonome, ça fonctionnera, il n'y a pas trop de doute de confiance. Et en haut, vous avez différents acteurs et la plupart du temps, le conseil qu'on peut vous faire, c'est de faire confiance au technicien de votre coop ou de votre négoce qui, lui, a mis en place des essais, qui, lui, les a testés et qui va vous faire une proposition qui est la plus adaptée à votre bassin de production, à vos cultures, à vos conditions pédoclimatiques. Donc, travaillez plutôt avec votre technicien habituel sur ces sujets-là et choisissez après en fonction des critères qui vous vont bien, de simplicité d'outils, d'intégration, de coûts aussi, hein, parce que c'est pas forcément les mêmes tarifs selon ce que ça fait. Donc plutôt aller là-dessus, mais gardez bien en tête, ça a été dit au début, c'est des outils d'aide à la décision, c'est pas des outils de décision. Donc ça vous aide à aller identifier un problème ou à faire une action. J'aimais bien ce que disait Rémi tout à l'heure, c'est-à-dire il faut en faire quelque chose, hein, il faut prendre la décision à un moment, mais ne prenez pas forcément toujours ça pour argent comptant parce que c'est des outils qui peuvent être parfois un peu longs à mettre en place, un peu longs à se calibrer aussi. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que… Alors là, il y a notre ami Rémi qui nous montre son chien. Je ne sais pas si on l'a vu. C'était voilà. Django, il voulait sortir alors. Il voulait, d'accord. Bon, donc, alors, j'arrive, on va arriver un peu à la fin de la présentation un peu de ça. C'est vrai que l'intérêt maintenant, c'est comme tu disais Alexandre, jusqu'à maintenant, on avait parfois des outils complexes. Alors à chaque fois, c'est une nouvelle plateforme à les intégrer, à les voir, à les comprendre. Bon, pourtant, j'allais dire, je suis assez geek quand même là-dessus. Et c'est vrai que les premières approches sont parfois un peu compliquées. Chacun a sa façon de présenter les choses. Donc, c'est là où c'est délicat. C'est vrai que là où l'intégration, je pense qu'elle est intéressante dans les logiciels, j'allais dire, un peu comme Geofolia, ou certainement que d'autres organismes ont aussi un peu la même approche en disant il va falloir qu'on intègre aussi ce genre j'allais dire, de possibilités pour pouvoir offrir vraiment la plateforme qui est la plus complète possible. Hein. On en avait parlé avec Rémi aussi. Il y a quelques temps, on en avait discuté. Voilà, l'idéal, c'est d'avoir vraiment la plateforme qui pourrait être, j'allais dire, la plus adaptée. Hop, attends. J'essaye de couper ton écran. Vas-y, attends, bouge pas. Voilà. Vraiment d'avoir la plateforme la plus adaptée, j'allais dire, aux usages et puis qu'on puisse arriver à avancer dans des choses. Je me rappelle d'avoir démarré avec Mileos aussi au départ, d'avoir bricolé un petit peu en cherchant à droite à gauche. Avec Farmstar, tous les ans, quand tu redémarres, c'est un petit peu délicat. Alors là, je viens de citer, moi, les deux OAD sur lesquels, j'allais dire, j'ai le plus confiance, même si j'ai lu récemment que les agriculteurs, par exemple, sur des OAD concernant l'apport d'azote, à 50% à peu près, donc ça c'était, j'allais dire, un sondage qui avait été fait par Ternet,
Donc j'ai lu ça tout à l'heure, où 50% des personnes disent mettre la dose qui a été conseillée par l'outil en question, donc pour un apport d'azote, alors quel qu'il soit. 33% indiquent qu'ils sont plutôt en dessous de la dose conseillée, donc il y a quand même un tiers des personnes qui se disent ce qu'on me conseille, c'est peut-être un petit peu au-dessus. Alors, ce que je peux comprendre aussi, parce que ce sont des outils aussi qui sont faits aussi pour monter la protéine, donc quelque part, qui va certainement favoriser la commercialisation, mais ce qui est positif, que ce soit pour la COP ou le négoce avec qui on commerce, mais pas forcément économiquement le plus intéressant sur sa partie. Et 16% donc disaient en mettre plus que ce qui était conseillé. Là, je ne vois pas forcément trop l'intérêt. Après, bon, à chacun, ça reste l'outil, c'est vrai, comme on l'a dit, qui doit être, j'allais dire, appréhendé par l'utilisateur et avec sa connaissance aussi du terrain, il aura forcément peut-être des adaptations. Après, chaque outil, je pense, a des systèmes de réglage qui peuvent permettre éventuellement de régler la sensibilité j'allais dire, des quantités apportées en fonction du rendement que l'on veut obtenir lorsque l'on connaît ses parcelles. Voilà, Rémi, si tu peux me donner un peu, toi, les outils que tu utilises le plus. Alors, on en a vu un panel, j'allais dire, mais dans ceux peut-être qui sont un peu plus courants pour le grand public, qu'est-ce qui te paraît, toi, le plus évident quelque part? En fait, je rebondirais sur ce qu'a dit Alexandre, qui est très juste, c'est que pour l'instant, tous ces outils-là, on s'en sert vraiment pour du réglementaire, quoi. Quand on parle de bilan azoté, à part vouloir faire de la protéine et de caler, essayer de faire des économies d'engrais et de booster la rentabilité, c'est comme ces grands outils-là qui sont proposés aujourd'hui, c'est des outils réglementaires. Pour avoir connu à mon jeune époque, avant 2000, c'était des outils qui étaient évidemment naissants, qui n'avaient pas cette capacité à nous parler, parce que c'était beaucoup des chiffres et des mauvais graphiques, mais c'était des outils qui avaient été développés pour faire de la production, quoi. Et c'est vite passé dans le réglementaire. L'exemple de Farmstar est formidable par rapport à ça, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils redeviennent des outils plus agronomiques, finalement. Et ça, c'est intéressant. Le deuxième, alors je réponds toujours pas à ta question, mais après je voulais rebondir aussi ce que a C'est dit. pour ça que je t'ai pris, c'est que tu réponds jamais aux questions, tu es toujours en train de dire ce que tu veux. Mon côté Georges Marchais, pour ceux qui connaissent la blague. Mais ce que dit Alexandre aussi, c'est qu'on ne peut pas rêver à une interface magique qui réponde à tous les agriculteurs, mais ça sera certainement des interfaces où on rajoutera des modules à droite à gauche pour pouvoir satisfaire l'hétérogénéité de tous les agriculteurs. Donc moi, ce que je me sers le plus, c'est mon N-Sensor pour l'azote. Donc je fais des reliquats azotés auprès de ma chambre d'agriculture qui va me faire des bilans. Alors ça, c'est la partie réglementaire. Mais après, je me fiche un peu de la partie réglementaire. C'est mon N-Sensor qui pilote ça. Et finalement, on retombe globalement sur les mêmes eaux, mais avec en ayant une répartition dans la parcelle qui est évidemment pas homogène par rapport au réglementaire. Et puis après, ces outils d'irrigation, parce que nous, on utilise beaucoup l'irrigation. J'aime bien aussi les conseils de commercialisation. Alors, j'en ai peut-être sans doute de trop, donc finalement, j'en suis pas un en particulier, mais j'essaie de me faire un avis. En fait, je raisonne plutôt comme une éponge. Je récupère tout ce qui traîne, puis après, des fois, quand j'en ai marre, je presse pour avoir la subsistance morale du truc. Voilà. Bon, et puis non, mais pour te dire la vérité, en fait, j'ai un côté expérimentateur et j'ai un peu de mal à me servir du même outil une année sur une autre. Et j'aime bien les outils nouveaux, donc j'aime bien les tester. En plus, j'ai la chance qu'on m'en confie. Et en fait, c'est ceux-là qui m'intéressent et ceux-là que j'utilise, quoi. Et puis, si on m'en redonne à nouveau, j'ai tendance à un peu abandonner celui-là que j'aimais bien l'année d'avant.
juste pour essayer d'en avoir un beaucoup mieux, quoi. D'accord. Pour s'en avant. Mais là, franchement, depuis 2 ou 3 ans, je pense qu'on va avoir des trucs géniaux, quoi. Voilà. Ok. Bon, donc à part la chemise à carreaux, tu n'es pas fidèle à grand-chose au niveau des outils que tu utilises, toi. Et à ma femme. Et à ma femme. Ah, c'est le principal, c'est le principal. Bon, Alexandre, si tu veux nous faire une petite conclusion par rapport à ce thème-là, puis après on va attaquer les petites rubriques qui suivent. Non, ben en conclusion, voilà, il y a beaucoup d'outils pour aider l'agriculteur dans, dans, dans son métier au quotidien. N'hésitez pas à les tester, comme disait Rémi. N'hésitez pas à regarder ce que font vos voisins. Parlez-en à votre technicien qui saura aussi vous orienter vers certains d'entre eux. Et puis choisissez ceux qui sont le plus adaptés à vos pratiques, qui vous font gagner du temps, qui vous font gagner de l'argent aussi, c'est important. Euh, et allez-y comme ça. Ce qui est certain, c'est que ça va continuer de se développer, que ces outils, comme le disait Rémi, les capteurs se développent, donc il y a de plus en plus de données fines. Et là où avant, on avait des données qui étaient basées sur je sais pas moi, une photo satellite avec une mauvaise résolution et une station météo à 50 km, eh ben, on arrive à augmenter de plus en plus la précision des informations. Donc, les modèles mathématiques s'affinent et les résultats sont meilleurs. Voilà. Après, gardez du recul quand même. Ça fait pas tout. Si vous tapez une année catastrophique comme 2016, vous pouvez avoir n'importe quel outil du monde. Voilà, une année comme ça, il n'aura pas pu la prévoir et donc ça servira à rien. Mais globalement, la plupart des clients qui les utilisent les rentabilisent très très rapidement. Tu parlais de Mileos, c'est rentabilisé assez vite hein, sur une exploitation. On en a d'autres en vigne, c'est le même cas. Donc allez-y, jetez-vous à l'eau. Ouais, non, c'est certain qu'il y en a certains qui, enfin, comme tu dis, Mileos est facilement rentabilisable, on le sait. Après, d'autres sont utilisés plutôt pour un aspect réglementaire. Bon, si on sait le faire moduler, je pense qu'il y a un intérêt aussi à économiser peut-être un big bag ou deux d'engrais dans l'année et d'investir plutôt dans un logiciel, enfin, ou plutôt dans un OAD qui va nous permettre de le faire avancer. Mais c'est vrai qu'il y a, bon, je pense qu'à l'avenir, on va avoir des intégrations plus faciles, des accès plus faciles. Enfin, en tout cas, c'est la mission, j'allais dire, enfin, c'est le rôle aussi des structures telles qu'Isagri ou des startups aussi qui essayent de plus en plus à faciliter l'utilisateur par rapport à ses obligations. Bon, bah, vous pouvez rester tous les deux avec nous et puis interagir s'il y a quelque chose entre deux. De toute façon, je vais reposer des petites questions aussi pour savoir un peu. Alors, moi, je vais simplement partager mon écran là pour vous montrer une petite photo de ce qu'on fait en ce moment dans les champs, étant donné que voilà, bah, cette semaine, c'était un peu l'image qu'on avait, donc tout simplement de la neige qui recouvrait bah, voilà, nos beaux terris aussi. Donc ça, j'avais fait une petite photo sur Instagram pour montrer ça. Et c'est vrai que bah, là, en ce moment, c'est plutôt calme parce que c'est bruine, c'est pluie, c'est tout ce qu'on veut. Toi, Rémi, dans ton secteur, je ne sais pas à quoi vous en êtes et puis ce que vous pouvez faire en ce moment. Bah, nous, on fait rien parce qu'on bricole sous l'hangar. Je pense qu'on a beaucoup de réunions aussi, mais dans les champs, il y a pas un tracteur qui va traîner parce qu'on n'a pas trop de soleil, on n'a pas beaucoup de pluie non plus. Quand on a des terres très argileuses, il nous faudrait 3-4 jours de gel pour essayer de préparer les guérets qui sont sur labour pour penser aux orges de printemps, aux levures de printemps et aux betteraves. Et puis tout le reste, je trouve que ça pousse pas beaucoup. On a les céréales qui patinent un petit peu. C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude. Maintenant, on est repassé évidemment aux herbicides d'automne avec 1, 2, voire 3 herbicides d'automne antigraminés pour essayer de se sortir des raies et des vulpins. Et ben ça doit pas encourager aussi le développement. On voit que ça patine pas mal. Les orges de printemps qui ont été semées d'hiver, qu'on fait depuis maintenant 4 ou 5 ans, aussi sont rien n'est véloce. Par contre, on voit dans la plaine des densités de semis qui sont impressionnantes. Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais réglage de semoir
où il y a du blé qui a repoussé ou d'autres céréales qui ont repoussé dans les champs, mais il y a des gazons, c'est impressionnant. Et puis il y a non, bah après tout le reste c'est relativement calme. Euh, bon, j'ai ma coopérative qui ouvrait aujourd'hui un silo pour pouvoir prendre dans l'engrais. Je pense pas qu'il y ait eu que ce matin. Non, il n'y a peut-être pas eu full. Là, j'en ai un qui met en commentaire tout simplement tu cultives la neige. Alors, non, bah, pas pour l'instant, mais bon. Après, Alexandre, je ne pense pas que tu sois exploitant agricole, à part peut-être dans tes jours perdus, mais dans ton Non, non, secteur. non. Je suis un des rares de l'équipe à pas avoir de ferme. Mais non, non, nous, la préparation du moment, c'est le CIMA, qui est le salon du machinisme agricole, qui arrive dans quelques semaines. On va en reparler juste après. Voilà, qui est un gros salon et un gros événement. Donc, on est tous mobilisés sur le pont pour Paris dans dans quelques semaines. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas si Olivier peut reprendre éventuellement. Normalement, il est avec nous, mais tout simplement pour parler du site de la semaine. Donc, je vais tout simplement vous partager. Ben voilà, Olivier est arrivé. Donc, je vais montrer tout simplement mon écran parce que le site de la semaine, ben voilà, c'est Agrizone. Alors, comme vous savez, Agrizone est partenaire de l'émission. Ben, c'est avec Olivier qu'on a mis en place le premier numéro et puis qu'on continue. Et donc, vous êtes encore à la recherche chez Agrizone d'agri-conseillers. Alors, il y en a déjà quelques-uns qui sont en cours de formation. C'est bien ça? Tu peux me réexpliquer un peu le principe de ces agri-conseillers? Alors, mais en fait, on est parti du constat chez Agrizone qu'on avait beaucoup de mal à embaucher des techniciens. On recrute toujours, on est toujours en recrutement. De techniciens de la pièce technique, pièce du jeu, enfin, de pratique agricole. Donc, on a imaginé un petit peu dans le modèle qu'a Isagri au travers de son réseau Internet, d'ailleurs, de s'appuyer sur un réseau de professionnels, d'agriculteurs, en se disant, parmi ces agriculteurs, il y en a qui ont des compétences experts. Alors peut-être pas autant que Rémi, parce que j'avais commencé à noter les compétences de Rémi, et puis au bout d'un moment, je me suis dit agriculteur, agronome, analyste développeur, cartographe, vice-président, gestionnaire, commerçant. Un profil assez atypique. Donc, je me suis dit, bon, on va déjà compter sur des agriculteurs qui sont passionnés par leur métier, qui ont une expérience à partager avec d'autres agriculteurs, avec un langage qui sera de pair, enfin, entre pairs, dont on espère qu'il est forcément honnête, sincère, et puis dans un esprit de coopération. Donc on s'est dit, on lance ce recrutement, entre guillemets, en proposant à des agriculteurs, quand ils ont le temps, en toute liberté, le soir, le midi, au travers on fournit un ordinateur avec un kit logiciel qui permet de se connecter pour répondre aux agriculteurs qui visitent le site Agrizone, soit par chat, soit par téléphone, pour leur amener un maximum de renseignements, puisque aujourd'hui, ce dont on souffre sur Agrizone, c'est d'avoir beaucoup de visites et trop peu de monde pour répondre à nos clients. Donc voilà un petit peu le principe. Et donc on a lancé ça il y a, je ne sais pas combien de temps, Thierry, on avait fait ça ensemble peut-être juste avant Noël. Ouais, je pense que la vidéo était sortie, ouais. Voilà, Un peu avant les fêtes, ouais. Une vingtaine de réponses. Pour l'instant, je crois qu'il y a quatre personnes qu'on est allé voir. Un vers Strasbourg, l'autre à la pomme de la Bretagne, un autre dans l'Aveyron. Enfin, bon, donc il faut qu'on fasse un petit tour de France pour. Là, on tient en tout cas à se déplacer dans l'exploitation de chacun pour les connaître, savoir un petit peu ce qu'ils font pour pouvoir créer une relation proche aussi. Donc, voilà, en tout cas, j'ai bon espoir qu'on arrive comme ça à créer un réseau à la fois d'entraide, puis à la fois on est quand même dans un principe économique aussi chez Agrizone, donc ça n'est pas dénué d'intérêt que de rendre service à nos visiteurs pour les aider à acheter chez nous quand même.
Voilà. Je pense que le service client est quelque part indispensable. Donc voilà, c'était j'allais dire le petit mot et le site de la semaine. Alors c'est marrant que voilà, les expériences de société s'inspirent d'autres et les deux sont invités à la même table quelque part. Donc, comme quoi, l'intelligence collective et puis savoir peut-être adapter des modes d'utilisation ou des pratiques des autres. Alors, ça se fait beaucoup chez les agriculteurs, mais ça se fait aussi en entreprise apparemment. Donc, tant mieux. Et c'est vrai que je pense que c'est dans le bon sens. Ouais, au niveau des sujets du calendrier de la semaine, ou plutôt le calendrier des événements à venir. On a bien entendu le CIMA et le CIA, donc le Salon international du machinisme agricole, où vous pourrez voir tous les matériels, dont un dont je vais vous montrer à la fin, j'allais dire une présentation, vu il a fait partie des CIMA Awards. Et puis, le CIA, le Salon international d'agriculture, pour certains, on appelle ça le Salon des vaches, hein, pour les paysans, parce que c'est là où on va voir plutôt, c'est le salon des Parisiens qui va voir peut-être un peu plus les animaux, sans être péjoratif. Je pense que c'est intéressant aussi. Alors, on va voir s'il y a autant de monde cette année avec toutes les histoires dont on entend parler en ce moment. Alors, peut-être que la France s'est remis j'allais dire, en avant au niveau de la production bovine, vu les petites histoires polonaises dont on entend parler ces derniers jours. Et quelque part, ça rentre aussi un peu en ligne par rapport au premier rendez-vous agri qu'on a eu donc la semaine dernière par rapport à l'agribashing. Je pense que c'est un moment important où on voit aussi que, pour finir, les Français et peut-être les Parisiens aussi ont encore une cote d'amour, même s'il y a peut-être un peu moins de fréquentation, mais il y a quand même une cote d'amour de l'agriculture. Voilà, certaines pratiques des agriculteurs sont un peu remarquées et puis, j'allais dire, étiquetées, mais en même temps, ça fait partie du jeu et c'est vrai qu'on est quand même apprécié. Alors, pour le CIMA, si vous voulez y aller, il y a possibilité d'avoir des places gratuites tout simplement avec un code promo qui vous permet d'avoir vos entrées gratuites. Donc, c'est OneAgri19. C'est un code qui m'a été transmis donc, par le salon, par le CIMA. Donc WONAGRI 19. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Si vous voulez y accéder, ça vous met le compteur à zéro pour ne pas avoir à payer. Voilà. Ensuite, dans les autres événements qu'il y a tout simplement prochainement, et il y a la semaine qui précède donc le CIMA du 18 au 22. Il y a plusieurs événements qui sont plutôt des événements sur la ruralité, on va dire sur la culture et la production. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, on a tout simplement la journée technique de la pomme de terre du 18 février. Alors là, c'est dans mon secteur, c'est dans les Hauts-de-France. Je pense que c'est dans la Somme. Voilà, donc l'ordinateur rame un petit peu. Et là, c'est une journée technique sur la pomme de terre en sol vivant, organisée par Solvert. Je pense que si vous êtes intéressé donc c'est Étrémont dans la Somme, si vous êtes intéressé par la production de pommes de terre sous un format, j'allais dire un peu de ce type-là, ça peut être intéressant. Et il y a d'autres petites formations qui sont possibles. Alors, si Rémi, tu veux arrêter les pesticides et puis passer à la bio, tu as les rencontres donc de l'agriculture biologique de conservation. Alors, ça, c'est organisé tout simplement par, entre autres, Mathieu Archambault. Je n'ai pas pu y assister l'année dernière, cette année, je vais essayer d'y aller. Il reste encore quelques places, je sais. Donc là, c'est le 19 et 20 février. Donc, c'est à Rambouillet, si je ne me trompe pas. Et là, c'est vraiment une rencontre de professionnels qui sont plutôt en bio ou plutôt en conservation et qui veulent s'intéresser sur les deux modèles. Alors, je sais qu'ils ne prennent pas d'argent sur j'allais dire, cette rencontre-là. Ça a un coût, hein, parce qu'il y a quand même des locations et compagnie, donc c'est pas gratuit, mais il y a du logement possible. Et pour ceux qui s'intéressent à la fois à l'agriculture de conservation, mais aussi, j'allais dire, à la bio, je pense que c'est une rencontre qui peut être très intéressante. Et enfin, il reste rencontre internationale de l'agriculture et du vivant, donc là du 20 au 24. Donc les deux précédents peuvent être liés. Hein. Si vous êtes sur Paris avant de venir au salon, vous pouvez faire 15 jours à Paris en faisant les deux, plus le salon d'agriculture. Donc là, c'est Vers de Terre Production qui organise donc ces rencontres internationales avec pas mal d'intervenants. Et là, moi, je pense que je vais m'y trouver le vendredi pour aller voir parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Donc, vous pourrez retrouver ça. Donc, c'est Vers de Terre Production.
Vous pouvez retrouver ça aussi sur mon Facebook, étant donné que je les ai partagés. Je trouve que c'est des rencontres intéressantes pour pouvoir discuter, j'allais dire, vraiment de culture, de pratiques culturales. Et je pense que ça va être des lieux pour des experts ou des agronomes ou des agriculteurs en particulier qui ont une expertise peut-être autre que les OAD. Hein. Mais voilà, Rémi, donc je ne sais pas si tu vas aller dans l'une d'entre elles, peut-être agriculture biologique de conservation, non? Tu te sens partir ou pas? Non, je ne serai pas là. Moi, vendredi, par contre, je serai à l'Assemblée générale du réseau biodiversité pour les abeilles, dont je suis trésorier. Olivier, tu peux noter en plus. D'accord. Bon, très bien. Voilà, il y a une association qui défend à la fois les abeilles et les agriculteurs. D'accord. Bon, très bien. De toute façon, ça fait partie des différentes choses. Alors, dans le calendrier, si vous avez des événements, vous aussi, à transmettre, vous pouvez me les communiquer. Je n'ai pas forcément toute la liste, mais j'essaye de mettre ce que j'arrive à trouver. Et puis, voilà. Bon, allez, dernier petit sujet que l'on va pouvoir aborder, c'est tout simplement la partie matérielle. Alors, moi, j'avais eu la chance d'être invité en tant que jury donc au CIMA Awards et il y a une petite, j'allais dire, nouveauté qui m'a intéressé étant donné que là, je suis geek, hein, peut-être un peu comme Rémi, mais sur des sujets aussi très, très récents. Et là, il y avait une présentation de réalité augmentée. Donc, on a la réalité virtuelle qui remplace le réel. La réalité augmentée apporte un plus à une image. Et je vais vous montrer un petit extrait de ce que j'ai pu filmer là-bas lors de cette présentation. Et puis, on peut en discuter un petit peu sur ce que ça vous inspire. Allez, je lance ça. Alors, je vais peut-être partager d'abord mon écran, étant donné que je ne l'ai pas fait. Je l'ai perdu. Hop, c'est pas grave. On va y arriver. Les soucis du direct, forcément. Ben voilà, il ne veut pas passer. Est-ce que je trouve un autre écran sur cette partie-là? Étrange. Bon, ben écoutez, a priori, je n'arrive pas à passer la vidéo. Je vais essayer de la lancer et voir si ça arrive. Bon, je pense que vous ne l'avez pas. On a le son apparemment? Ouais, on doit avoir le son, mais théoriquement, on devrait avoir le partage d'écran. Alors, je vais peut-être refermer et puis relancer pour voir si c'est reparti. Voilà, ça va partir. On va pouvoir l'avoir. Les graisseurs apparaissent en réalité augmentée sur la machine. Vous utilisez un logo, quelque part un point de repère sur la machine pour pouvoir dire, voilà, en fonction de la situation et de sa forme, je peux être à un autre endroit. C'est ça. D'accord. Alors après, je peux ficher. Je peux poser mon téléphone ou ma tablette de côté. Je vais mettre mes gants à graisser parce que là, c'est un peu pénible. Et après, je peux aller de l'autre côté pour scanner. Alors ici, l'autocollant ne sera pas posé à côté, il sera fixé sur les châssis. Sur cette machine, il y en aura deux, un à gauche, un à droite. Et à ce moment-là, je scanne. D'accord. Donc pour les points de graissage, réglage et graissage, on va les là. Pour le réglage, on l'a vu tout à l'heure. Je peux revenir en arrière. Pareil, j'ai le graissage réglage et en dessous réglage. Pareil, je scanne la machine. Il me perd. Voilà, c'est ma caméra. Et maintenant, j'ai repéré les deux points, là et là. D'accord. Ici, j'ai réglé l'allègement et j'ai fait mon blocage pour le transport travail. Ouais, bon, là, on a du mal à voir, c'est un petit écran, mais voilà, ok. Ouais. Quand vous êtes devant la machine, elle est juste 32 fois plus grande. Alors, oui. Attendez, forcément, on est dans une petite maquette. Donc, c'est tout à fait pareil. Voilà, donc on arrive à la fin de cette petite vidéo. Alors, tout simplement, alors c'est pas nouveau, hein, la réalité augmentée existe depuis longtemps. Il y a même des jeux qui existent pour ceux qui ont des enfants en bas âge, ou moins, enfin pas forcément au bas âge, mais des jeunes. Il y a des histoires de Pokémon Go qui ont existé, mais moi c'était la première fois que je voyais une application réelle sur une machine agricole de réalité augmentée. Tout simplement pour un usage simple qui est soit le graissage, l'entretien ou les réglages. Alors c'est vrai que
moi, je trouve ça intéressant. Alors, le fait de ne pas avoir à utiliser non plus de lunettes annexes comme certains peuvent l'utiliser. Je sais qu'Amazon l'utilise, mais essentiellement pour l'entretien. Et là, c'est vraiment destiné à l'utilisateur final. Alors, j'allais dire, faites-moi un petit commentaire là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a de l'avenir ou pas? Ça a sûrement des contraintes, mais Rémi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette idée-là? Trouver l'agresseur sur une machine la première fois en utilisant à la fois le smartphone et la pompe à graisse d'une autre main, c'est pas trop compatible avec une paire de gants, évidemment. Mais ouais, tout ce qui est mode d'emploi et tout ça, parce que évidemment, on va avoir des choses beaucoup plus en plus complexes. Et d'avoir sur son smartphone finalement tout le mode d'emploi de tous les appareils, surtout par rapport à la spécificité agricole, où on utilise des machines pas tous les jours, mais des machines qu'une période de l'année. Et des fois, on est un peu perdu quand on remonte dans la moissonneuse-batteuse et qu'on retrouve où est le bouton pour l'inverseur de coupe ou de choses comme ça. Alors peut-être que on sera plus sécurisé de retrouver les bonnes fonctions au bon endroit et puis aussi tous les aides, je pense, au réglage. Je pense que ces techniques-là aussi vont permettre de nous aider à régler peut-être mieux les machines et peut-être les entretenir pour revenir à la pompe à graisse. Ouais, non, mais je pense que c'est vrai que c'est des outils simples. Alors après, peut-être que les mettre en application, peut-être avoir le petit bracelet sur le côté pour pouvoir le faire en même temps, parce que comme tu dis, la pompe à graisse et puis le téléphone. Bon, là, il précise bien qu'on peut prendre une photo à un moment donné, le poser aussi. Bon, mais c'est vrai je pense qu'on est très allergique à l'enregistrement des données, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi à la lecture des modes d'emploi. Et je pense que ça peut être une façon ludique de présenter les choses, quoi. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses aussi, toi? Ah, j'ai plus ton son. Alexandre, tu as coupé ton micro. Voilà, c'est reparti. Voilà, excuse-moi. C'est pas grave. Donc je disais, moi j'ai des lunettes et donc pour avoir testé les casques de réalité virtuelle, non pas augmentée, mais c'est très compliqué pour moi. D'abord de rentrer ma grosse tête et mes grosses lunettes dans ces casques-là. Et c'est difficile aussi d'imaginer un agriculteur ou un mécanicien porter ce casque longtemps, parce que c'est assez lourd quand même, ça pèse. Et donc le smartphone, on l'a toujours dans la poche, on l'a toujours sur soi, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt bien vu. Et après, effectivement, il faut bien que ça s'adapte à des usages où on n'a pas besoin des mains. Donc moi, j'ai plus de croyances dans la technologie autour de la voix, et tu le sais, Thierry, pour l'instant, que ces outils-là. Mais en tout cas, ce sur quoi ils ont insisté, c'est-à-dire le réglage du matériel et les points de graissage, c'est effectivement un des petits irritants du quotidien qui nous est remonté par les agriculteurs avec qui on travaille quand on cherche à identifier des problèmes pour leur apporter des innovations. Donc le problème est bien vu, la solution, j'attends de la voir au CIMA, mais a priori, d'après la vidéo, elle a l'air de très bien fonctionner. Donc bravo à eux. Je suppose que tu voulais parler d'une rencontre avec Monsieur Fernand éventuellement. Je voulais parler de Fernand, effectivement, parce que en ce moment, on est plutôt sur la voix que sur l'image. Sur l'image. Alors voilà, là, nous, on est sur de l'audiovisuel. Là, en l'occurrence, on va séparer les deux, étant donné que voilà, Kuhn faisait du visuel et j'allais dire Promise, donc la start-up d'Isagri qui met en route donc Fernand l'assistant, donc qui devrait être opérationnel, je pense, pour le CIMA. On pourra les tester pour savoir si c'est ça, on pourra aller le tester. Donc je pense que je vais y aller à grands pas parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et je trouve ça génial quelque part de pouvoir dire peut-être que demain, justement, notre plateforme où on aura toutes nos OAD, on pourra lui dire, à ton avis, Fernand, est-ce que demain, je peux aller traiter? Et il me dira, la météo, c'est bon, tu as assez de stock de produits, la cartographie est enregistrée sur ton, j'allais dire, est transmise sur ton téléphone ou directement sur la plateforme. Donc, tout est prêt à partir. Tu n'as plus qu'à lancer l'affaire et puis ça y est. Donc, peut-être que demain, on pourra avoir ces conseils-là et puis cette façon de communiquer. Bon, pour autant, au niveau
je suis un peu embêté, par exemple, quand je parle à Alexandre, en ce moment, j'ai ma petite boîte qui est en train de biper aussi parce qu'elle comprend Alexa au lieu d'Alexandre. Donc, parfois, ça aura peut-être des soucis aussi. C'est des challenges. Toutes ces nouvelles Voilà. technologies, ces nouvelles interfaces d'utilisation sont pleines de promesses et c'est super de voir qu'elles arrivent aussi en agriculture. Mais c'est des gros challenges technologiques quand même. Ouais, donc, on aura sûrement, grâce à notre petit Echo Dot ou alors Google Home, la possibilité d'avoir ces réponses là. Bon, Exactement. et toi, Olivier, alors qu'est-ce que tu en penses de ces évolutions, j'allais dire, vues de la part d'un commerçant quelque part ou, j'allais dire, d'un pro aussi de la technologie dans ton domaine? Oui, ben nous, on est aussi concernés par toutes ces interfaces transparentes. Donc, avec beaucoup de préoccupations sur tout ce que tout ça peut amener à l'utilisateur, quels sont les problèmes qu'il va rencontrer avec ces nouvelles technologies. Enfin, voilà. Puis à côté de ça, enfin, moi, je suis fervent adepte de tous ces développements, donc euh, toujours passionné par les tests, enfin voilà. Je pense que sont aussi des outils d'aide à la décision, peut-être moins sophistiqués que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, moi je crois beaucoup à ces sujets-là. Après, c'est vrai que comme disait Alexandre, j'ai pas cru dans les lunettes 3D pour la vidéo, la réalité virtuelle. Bon, je suis pas un grand fan, mais la réalité augmentée, pourquoi pas. En tout cas, l'audio, je suis assez certain que ça peut mieux fonctionner. Ok, bon, bah, très bien. Eh ben, on va clôturer tout simplement là-dessus. Alors, merci d'avoir participé. Alors, désolé pour ceux qui étaient partis sur YouTube, mais en tout cas, a priori, ça a coincé. Donc, on a eu un peu de monde qui est venu nous poser, enfin, j'allais dire, se connecter aussi avec nous. Donc, merci à vous de vous être connectés. Alors, on essaiera de faire encore mieux la prochaine fois et de ne pas bugger encore 10 minutes avant de démarrer parce que décidément, après, peut-être jamais 203 et puis après, ça partira. Hein. On est dans les débuts, je pense, d'un nouveau type d'émission et puis on subit un peu les plâtres. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci donc aux intervenants d'avoir bien voulu participer. En tout cas, il y a plus de monde qui a suivi que la fois précédente. Donc, c'est plutôt sympa et je pense que ça va se développer encore. Et puis, bah, moi, je vous dis donc à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et bien entendu, rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau rendez-vous agri qui, je pense, sera un peu spécial étant donné que ce sera un rendez-vous agri spécial salon. On va essayer de vous montrer quelques petites choses en avant-première et puis pouvoir vous guider là où il faut aller voir les prochaines technologies d'avenir, entre autres avec les CIMO Awards et un peu le palmarès en essayant de vous présenter un peu tout ça. Bon ben voilà, merci à tous les intervenants et puis merci à vous d'avoir suivi et puis à bientôt. Ciao! Ciao. Merci d'avoir suivi RDB Agri. Bon, j'arrive pas à passer le générique de fin, ça bug encore, mais bon, tant pis. Vous aurez le son. L'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao. Salut! Salut.